dans le rapport des sexes, la condescendance. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que ça prendrait trop de temps, et bon, je renvoie ceux qui ça peut intéresser aux publications que j'ai pu faire sur la question. Mais il faut savoir que ce même système de pensée est valable chez nous à l'heure actuelle, même s'il ne paraît pas de la même manière qu'il n'a paru disons, jusqu'à la guerre de 40, hein, quand c'était le modèle dominant. Donc, depuis, il y a eu un certain nombre de progrès par la loi. Et la loi, c'est quelque chose d'important. Mais ce n'est pas ça qui change les mentalités. Ce n'est pas ça qui change les mentalités. C'est très important qu'il y ait des acteurs qui fassent changer la loi. Le changement de mentalité, c'est autre chose. Donc, nous avons toujours cette idée qu'il y a une hiérarchie entre les sexes, qu'il y a un sexe majeur et un sexe mineur, et que le sexe mineur doit être tenu en dépendance. D'où l'idée que si une femme demande l'usage du préservatif dans son couple à son mari, eh bien elle est déjà suspecte. Parce qu'elle le sait que le préservatif existe et soit à quoi il sert. Donc si elle le sait, c'est qu'elle peut être coupable d'adultère. De même que, je reviendrai là-dessus, que les femmes, quand elles sont séropositives, sont considérées comme sont expulsées de leur famille, elles ne sont pas prises en charge, alors que les femmes prennent en charge leur mari malade. Et donc ces femmes dominées, eh bien pour les garder dans la domination, toutes les sociétés du monde utilisent exactement, et depuis les origines, parce que ça date du paléolithique supérieur, hein, tout ça, eh bien, utilisent exactement les mêmes méthodes. La non-disponibilité de son propre corps. Les femmes ne disposent pas de leur propre corps. Et la contraception a été pour moi le grand moment de l'histoire de l'humanité, féminine du moins, parce que c'est elle qui donne aux femmes le point d'appui, le levier même, là où elles ont été enfermées dans un destin, celui de la maternité. Donc, les femmes ne disposent pas de leur propre corps, c'est-à-dire elles sont mariées la plupart du temps sans qu'on leur demande leur avis. Dans la population où je travaillais, les fillettes étaient données en mariage à leur naissance, ou avant leurs 3 ans, par le père et les doyens du lignage. Et puis après, il fallait bien les déférer, même si elles n'appréciaient pas. Bon. Donc, si ce n'est pas le père, c'est le frère. Et quand elles ne sont pas en tutelle de père et de frère, elles sont en tutelle de mari. Et quand elles ne sont plus en tutelle de mari, elles redeviennent en tutelle de père ou de frère, ou alors elles sont considérées comme ce qu'on appelle de façon très péjorative des femmes libres, c'est-à-dire vraiment des prostituées, une société accessible à tout le monde. Donc elles n'ont pas accès à leur corps, y compris pour se faire soigner. La fameuse invisibilité des femmes. Eh bien, je me souviens d'un article du Monde dans les années 92-93 qui s'interrogeait très sérieusement pour savoir si le sida n'était pas une maladie qui ne touchait que les hommes. Parce que dans les hôpitaux africains, notamment, on ne voyait pas de femmes. Et pourquoi on ne voyait pas de femmes? Parce que pour aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent et l'autorisation du mari. Et qu'elles n'avaient généralement ni l'un ni l'autre. Parce qu'elles n'ont pas d'argent autre que celui qu'elles peuvent se procurer par leur propre industrie. Donc, elles n'ont pas accès aux soins de la même manière que les hommes. Donc, elles n'ont pas la disposition de leur corps, elles n'ont pas l'accès au savoir, et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est par la scolarisation, l'éducation, qu'on peut arriver à faire bouger les lignes. Amartya Sen, le prix Nobel, le chercheur indien en économie, montre que lorsqu'on élève le taux d'alphabétisation des filles, on réduit simultanément la mortalité par maladie et on augmente d'ailleurs la croissance économique. Bon, il y a des rapports extrêmement nets entre tous ces facteurs. Et ne pas se laisser abuser par les statistiques qui nous montrent qu'il y a une augmentation de la scolarisation des filles dans la plupart des pays africains, parce qu'on enregistre les filles au moment où elles entrent à l'école, alors qu'il faudrait les enregistrer quand elles en sortent. Or, elles en sortent souvent après 2 ans d'école, ou même moins, parce que les parents ont peur, justement, que ça leur donne des idées et qu'on les ressorte pour les marier. À 9, 10, 11 ans, etc. Donc elles n'ont pas des scolarités complètes et elles sont illettrées, sinon analphabètes totalement, mais ça revient pratiquement au même. Bon. Et puis alors après, évidemment, le troisième outil qui est utilisé massivement, et qui est toujours chez nous, alors là nous allons en convenir, c'est la difficulté d'accès au pouvoir. Les femmes n'accèdent pas au pouvoir. Donc non-accès à la libre disposition de soi, non-accès au savoir, non-accès au pouvoir. Et quand vous avez tout ça, vous avez le destin féminin.
avez des satellites. Alors, c'est universel. C'est vrai que c'est en allant au plus proche, dans les lieux fréquentés par les femmes, en utilisant les vecteurs traditionnels, le conte, le théâtre, les fables, les veillées, enfin tout ce genre de choses qu'on peut arriver à faire passer l'information. Quand on fera passer l'information, pour peu qu'il y ait la disponibilité, on pourra donner aux femmes une forme d'autonomie. Si elles ont une forme d'autonomie, elles pourront peut-être plus aisément négocier, à condition de leur donner aussi des moyens d'autonomie économique. Et ça, c'est extrêmement important. Et pas seulement les petits reliquats qu'on leur donne en leur permettant de cultiver quelques heures par jour au champ. Bon. Et puis, à ce moment-là, si elles deviennent autonomes, à ce moment-là, peut-être qu'on commencera à parler de changement dans les rapports de sexe. Mais ça serait, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs.